vraiment au centre de notre activité, mais ce n'est pas ça qui est le plus important dans l'hospitalité. La data, c'est un moyen, ce n'était pas disons, le but ultime de l'hospitalité. Et donc, j'ai commencé par hasard dans les opérations. J'ai grandi quelques années au sein du département opérations et encore une fois par hasard, vous savez, c'était une époque où les Internet était encore quelque chose de nouveau. Je parle évidemment non pas du système Internet ou de l'outil Internet, je parle par exemple de la vente de chambres via Internet. Aujourd'hui, vous avez probablement tous déjà réservé une chambre sur une plateforme qui s'appelle Booking.com. Ça semble, encore une fois, une évidence. Eh bien, je vous parle d'une époque où cette plateforme ne s'appelait même pas Booking.com, s'appelait Booking.net. Et c'était un peu cet esprit de pionnier. Les réservations des Expedia arrivaient via fax. C'est un outil, encore une fois, c'est une machine que vous n'avez jamais vue parce que vous êtes une génération digitale. Je m'adresse évidemment aux étudiantes et étudiants, pas aux professeurs, mais les réservations, à l'époque dont je vous parle, arrivaient via fax. Eh bien, euh, tout ça permet d'expérimenter. Comme vous l'avez aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, il y a quelque chose, une technologie nouvelle qui se présente à vous, c'est une formidable opportunité pour expérimenter et il faut se lancer. Il faut essayer d'apprendre on the job, comme disent un peu les anglophones. Il n'y a pas toujours dans ces cas-là quelqu'un qui peut vous apprendre tout, parce que tout le monde apprend en même temps. Évidemment, il y a les plus expérimentés, il y a les moins expérimentés, mais puisque la technologie est nouvelle, en fait, on improvise un peu tous. Et donc, à l'époque, c'était comme ça. Et c'est grâce ou à cause de cet aspect que j'ai pu expérimenter avec l'e-commerce, avec la distribution, et que j'ai pu, disons, passer plutôt sur le revenu management, l'e-commerce, et abandonner le département opération. Voilà, et je commence comme ça. Et à l'époque, il y avait vraiment très peu d'outils. Nous faisions du revenu management très basique avec Excel. J'ouvre une parenthèse parce que je pense que c'est le plus intéressant, le côté un peu historique. Vous avez une âge, je suppose, entre 20 et 23 ans, 24 ans, 25 ans, encore une fois, qui vous positionne dans disons, l'époque digitale, des natifs digitales. Quand je suis né, il n'y avait pas vraiment encore, il y avait du digital, mais pas évidemment à ce niveau. Et la génération avant la mienne a connu une époque où les prix, par exemple, des avions n'étaient pas variables, c'était des prix fixes. Imaginez, chose qui est impensable aujourd'hui, vous rendre à l'agence de voyage, qui était la seule d'ailleurs euh, possibilité pour réserver un billet d'avion, soit si vous faites, sauf si vous alliez en aéroport, et que vous vous rendiez à l'agence de voyage, peu importe si c'était 6 mois avant votre voyage ou 6 heures avant votre voyage, eh ben, le prix du billet de l'avion était toujours le même. C'était un prix très élevé. Et c'était quelque chose qui était décidé par le gouvernement. Je vous parle des années 50, 60 et jusqu'à la moitié des années 70. Je vous parle évidemment des US, je vous parle aussi des pays occidentaux européens. Alors, qu'est-ce qui a fait que le revenu management a vu sa naissance, a vu la lumière? Eh bien, un beau jour, le gouvernement des États-Unis a dérégularisé, disons, toute la réglementation autour du transport, donc de l'aviation civile, et a permis aux compagnies aériennes de pratiquer des prix de manière libre, donc d'établir quel était le prix pour chaque trajet, pour chaque vol. Et une compagnie nouvelle est née. Aujourd'hui, nous tous connaissons Ryanair, qui est la plus grande compagnie en Europe. C'est intéressant de le dire parce que c'est la compagnie low cost, la plus low cost des compagnies européennes, qui est aussi la compagnie
la plus importante, la plus grande, eh bien, la même chose, avec le même esprit, un entrepreneur américain a fondé une compagnie qui s'appelait People Express, qui avait des prix évidemment cassés par rapport aux autres compagnies, et il a eu un énorme succès. Et les compagnies qui existaient déjà depuis longtemps, ils ont énormément souffert économiquement de cette réussite. Et un jour, écoutez bien parce que ça vous concerne, le vice-président d'une grosse compagnie américaine, vice-président marketing, parce que le revenu management n'existait pas. Je souligne ça parce que vous faites un master en marketing, donc c'est important de réaliser que le revenu management, en quelque sorte, a été bien fait par quelqu'un qui était responsable du marketing. Eh bien, ce monsieur-là, il a dit, si on ne prend pas fait, des contre-mesures, bah, l'entreprise va mourir. Donc, lui, il a, pour la première fois, inventé toutes les yield control, on les appelle comme ça, donc les leviers, les restrictions et les ajustements de prix qui ont permis à cette grosse compagnie de concurrencier People Express et finalement de pousser People Express hors du marché. D'accord? Donc, People Express, au bout de quelques années, a fait faillite et l'entreprise américaine, la compagnie américaine qui était la première à introduire le revenu management, quant à elle, voilà, elle a eu un avenir magnifique. Elle est toujours active. Elle est l'une des les top 3 compagnies aériennes américaines. Et donc, c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui, on peut faire une belle analogie, par exemple, avec voilà, l'intelligence artificielle. Il y a 20 ans, on aurait pu faire ça avec l'introduction d'Internet et des canaux digitaux pour réserver les billets d'avion, les chambres. Donc, à chaque fois qu'il y a une innovation, une nouvelle technologie, ben, il y a pour certains des opportunités, pour d'autres des risques, mais certainement c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet aux consommateurs notamment de bénéficier dans ce cas-là de prix plus avantageux. Il faut savoir que par exemple les prix de l'avion il y a 30-40 ans par rapport au coût de la vie étaient beaucoup plus chers qu'ils le sont maintenant. Personne pouvait voyager à 20 euros ou l'équivalent, 20 dollars, alors qu'aujourd'hui, c'est possible. Bien, je referme cette parenthèse historique pour dire que le revenu management a connu une évolution énorme. On parlait d'Excel tout à l'heure. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les outils de revenu management sont des outils hyper puissants qui font beaucoup et parfois presque toute la partie analytique à la place du revenu manager, donc de la personne qui doit les utiliser. Et ça change un peu le paradigme du métier du revenu manager. Quand j'ai commencé, on avait un énorme fichier Excel vide, fallait le remplir de data qu'on allait chercher manuellement depuis les différents systèmes. On mettait tout ça ensemble et évidemment, il y avait la sauce secrète et finalement, on sortait des recommandations. Aujourd'hui, c'est le système qui s'appelle Revenu Management System. C'est un acronyme que vous rencontrez dans le monde de la technologie, qui fait toute la partie de l'analyse et qui fait aussi des recommandations. Donc, il vous dit quoi faire et pourquoi le faire. Alors, le métier du RM, du Revenu Manager, n'est plus de lui-même élaborer une stratégie, mais est de refuter la stratégie recommandé par le système. Vous voyez un peu la position au niveau de l'activité du revenu manager qui a changé, qui a pivoté au cours voilà, de la décennie qui vient de s'écouler. Quand vous parlez de revenu management, si dans votre carrière, vous allez voilà, prendre ce chemin, mais même si vous restez dans le marketing, dans le commercial, et que vous avez un revenu manager assis à la même table que vous et que ça devient un interlocuteur, bah, sachez qu'un revenu manager est tel si lui, il apporte des chiffres, s'il apporte des données. Un revenu manager qui se présente avec des opinions et qui dit je suppose que, je pense que, ce n'est pas un bon revenu manager.
Un bon revenu manager est quelqu'un qui vous dit, sur la base des chiffres, à la lumière des rapports, alors j'ai constaté X, je vous recommande Y. Voilà, c'est ça qui fait vraiment la différence entre un revenu manager et un peu un magicien. Le revenu management, c'est de la stratégie, c'est des chiffres, et c'est vraiment du concret. Je m'arrête un instant parce que je vois des mains levées, comme ça je peux prendre vos questions s'il y en a. Allez-y. Alors, je m'adresse à l'ensemble des étudiants. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent. Est-ce qu'on a vu des mains qui étaient levées ou que Je vous vois des aviez mains levé? levées de la part de Ayman, de la part de Shekki, de la part de Farah, de Anna et de Ghislain. Mais je ne peux pas vous donner la parole. Donc, Bah, a priori, ils sont là. Donc, s'ils ont des questions, s'ils ont levé la main, c'est pour une bonne raison. On vous écoute. Non, visiblement, il n'y a pas de questions ou bien ça ils marche. sont timides. Je Ça ne sais pas. marche. Il n'y a, il y Non, a, non, tu il y a, il continues. y a pas de souci. Et donc, on parlait de qui est le revenu manager, pourquoi un revenu manager est quelqu'un qui doit toujours supporter ses propos par des chiffres, par du factuel. Et on a un peu vu un peu l'aube du revenu management, donc la genèse du revenu management. Finalement, qu'est-ce que c'est le revenu management? C'est la discipline qui permet de maximiser ou optimiser à la base le chiffre d'affaires d'un hôtel, d'un avion, donc d'une compagnie aérienne, croisière, euh, mais il y a aussi d'autres domaines où le revenu management peut s'appliquer. J'en parlais l'autre jour, comme toujours, aux étudiants à l'ISC, d'accord. Et il y a des caractéristiques précises qui font que le revenu management soit applicable. Distinguons entre revenu management et pricing. Dans le monde, tout a un prix. Euh, Soi-disant un prix dans le sens plus économique, d'accord, du terme, soit un prix qui n'est pas forcément un prix économique. Mais tous les biens et les services que nous achetons, que nous échangeons, que nous vendons, ont un prix. Euh, mais ce n'est pas pour autant que tous les biens et les services peuvent bénéficier de l'application du revenu management. Prenons par exemple le supermarché où vous vous rendez d'habitude, d'accord, pour faire vos courses. Eh bien, ce supermarché-là, il a un tas de produits. Imaginons qu'un tel produit soit épuisé. Eh bien, le staff du supermarché va derrière, voilà, où ils gèrent leur voilà, magasin. Ils vont récupérer la marchandise et ils vont remettre à disposition des clients la marchandise qui s'était épuisée. Donc, il y aura toujours à disposition des nouveaux clients qui arrivent à tout moment, voilà, de la marchandise à disposition. Sauf si, évidemment, il y a un épuisement de stock global. Mais en théorie, si la chaîne d'approvisionnement fonctionne et que il n'y a pas de pic de demande inattendu, un produit n'est presque jamais en rupture de stock. D'accord. Des produits type des œufs, des pâtes et des choses comme ça, ils ne sont jamais ou presque jamais en rupture de stock. Et si c'est le cas, c'est pour des raisons de force majeure. Imaginons, prenons un exemple différent qui est celui d'un hôtel. Eh ben, quand vous avez un événement, un concert, un congrès, ou simplement une semaine business particulièrement chargée, ben, il se peut que l'hôtel épuise le stock des chambres. Et ça arrive souvent. Et il n'y a rien que l'hôtel puisse faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas construire des chambres supplémentaires. Une fois que, imaginons un hôtel de 100 chambres,
a son stock épuisé, les chambres sont épuisées. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on individue là dans cet aspect? C'est la limite du stock. Le stock dans l'hospitality, dans l'aérien, camping, peu importe, restaurant, cinéma, il est limité et on ne peut pas repousser les murs. Donc, une fois qu'on a atteint l'utilisation du stock, on peut rien y faire. On ne peut plus servir des clients. Et le deuxième aspect, c'est le fait que la périssabilité du stock. Donc, imaginez que vous vendez je reviens à l'exemple du supermarché, les boîtes de sauce tomate, ça dure 4 ans. Donc, si vous ne la vendez pas aujourd'hui, vous la vendez demain, dans 6 mois, dans 1 an, vous avez toujours la valeur qui est là et vous pouvez la vendre. Par contre, si vous avez une boutique de fleurs et que vous ne vendez pas les fleurs aujourd'hui, peut-être demain matin, les fleurs sont encore OK, mais bon, vous n'allez pas pouvoir les vendre pendant longtemps parce que voilà, ils vont pourrir. Et c'est la même chose avec les sièges d'avion, les chambres d'hôtel, les places de parking, les cabines croisières, la location de voitures, etc. À chaque jour, donc chaque nuitée, c'est ça l'unité qu'on utilise dans l'hôtellerie, ce que vous n'avez pas vendu, ce que vous n'avez pas loué, il est perdu. Donc, vous ne pourrez plus jamais récupérer sa valeur. Alors, si vous réfléchissez à quelles sont les applications, les domaines, les business, où ces deux principes, d'accord, qu'on vient de discuter, existent, donc l'inventaire qui soit limité et le fait que l'inventaire ait une périssabilité rapide, c'est un domaine, c'est une discipline, c'est un business où vous pouvez appliquer la discipline de revenu management. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a encore 10 ans, le revenu management s'appliquait essentiellement sur la top line, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires. Et typiquement, pour un hôtel, ça voulait dire éviter que les clients qui payent moins cher saturent toute la disponibilité au détriment des clients qui payent plus cher ou qui étaient prêts, qui avaient le potentiel pour payer plus cher, mais que ne trouvant pas de disponibilité, car elle était épuisée par les clients qui payaient moins cher, ils ne pouvaient pas payer plus cher. Simplement, on laissait, comme disent encore une fois les Anglais, money on the table. Alors, c'était un peu ça, pour simplifier, ce que le revenu management cherchait à optimiser. Donc, faire en sorte que l'inventaire, quand je parle d'inventaire, ça veut dire les chambres, les cabines, les sièges, les voitures, dans le cas de la location de voitures, soit disponible pour les clients disposés à les payer le plus cher possible. Et ça, c'était quelque chose typiquement qu'on a fait dans le revenu management jusqu'à il y a 10 ans. Jusqu'à quand cela n'était plus suffisant et on a commencé à faire du total revenue management. Donc, pas seulement je veux que le client qui prenne la chambre la paye la plus chère possible, mais je veux aussi que ce soit le client qui vient manger au resto de l'hôtel, qui vient prendre le parking de l'hôtel, qui vient louer la salle de meeting de l'hôtel. C'est-à-dire que j'utilise tous les services, tous les assets de mon hôtel et que je maximise le revenu, donc le chiffre d'affaires. Et pour aller encore plus loin, parce que vous savez, les business, ils vont toujours plus loin, sinon ça ne serait pas du business, ça serait la Croix-Rouge. Et qu'est-ce qu'on a commencé à regarder après? Comment minimiser les coûts. Donc, oui, le chiffre d'affaires, il faut le maximiser, mais il faut en même temps minimiser les coûts. Qu'est-ce qui veut dire ça? Si je vends une chambre via Booking.com, je dois payer à ce dernier une commission. Si je la vends via le site direct de l'hôtel, je ne paye pas de commission. Et donc, ce n'est pas la même chose. Le prix, peut-être, il est le même. Le client qui réserve sur Booking.com, il paye 100 balles. Le client qui réserve sur mon site, il paye 100 euros. Par contre,
ce qui arrive, ce qui reste à la banque, c'est pas le même chiffre. Et là, je préfère le client qui réserve sur le site direct. Et ça, on le mesure avec l'indicateur net revenu et non pas revenu tout court. Donc, vous voyez, au-delà de l'exemple spécifique, comment l'évolution de la discipline a permis d'aller toujours plus loin, toujours en profondeur, finalement, pour quoi? Pour aider la rentabilité de l'hôtel. Alors, dans un hôtel, dans une compagnie aérienne, peu importe laquelle, il faudrait éviter de laisser les manettes au revenu manager. Et quelqu'un me dit, mais comment toi qui es revenu manager peux dire que voilà, les revenus managers ne devraient pas piloter la boîte? Je vous dis pourquoi. Le revenu manager, il n'est qu'une composante de l'équipe commerciale. Si vous laissez les manettes au revenu manager, étant donné ce que je viens de dire, bah, la personne, il ferait tout pour maximiser la top line, minimiser les coûts. Et par exemple, s'il se trouve, j'exagère un peu, hein, je pousse le trait, je fais exprès. S'il se trouve 2 clients devant lui et qu'il lui reste une chambre seulement, ben lui, sans hésitation, il demande aux 2 clients combien il souhaite payer et lui, il va prendre celui qui paie plus cher. Mais peut-être que le monsieur, la dame qui ne voulait pas payer aussi cher était aussi le monsieur ou la dame qui revenait, qui était loyal, qui étaient des clients loyaux de l'hôtel et qui allaient venir encore et encore et encore dans le futur. Alors, dans ce cas-là, le revenu manager, il a pris une décision qui est bonne dans l'immédiat, mais qui est mauvaise et destructrice de valeur pour le long terme. Et ça, évidemment, vous comprenez tout seul que c'est pas bien. Alors, on peut dire, bah, donnons les manettes au marketing. Alors, il y a une question de la part de Amine. Vas-y, Amine. Est-ce qu'on va, tant j'essaie de l'ouvrir. Oui, Amine, allez-y, vous avez une question? Alors, est-ce qu'on ne va pas confondre le revenu management avec la vente à perte? C'est une bonne question, Amine. C'est 2 choses différentes qui doivent être distinguées. Le revenu management, idéalement, le revenu management ne vend jamais à perte. Parfois, tu peux le faire. Par contre, on considère que la vente à perte sert à quelque chose. Par exemple, à faire de la promotion. Imaginez, comment ça s'appelle, Ryanair. Ryanair vous offre de temps en temps des billets à 19 euros, 9 euros, 20 euros. Sachez que à chaque fois que vous achetez des billets d'avion, ne serait-ce que pour faire 45 minutes de vol, en effet, vous payez une fraction de ce qui est le coût marginal du service qui vous emmène à votre destination. Alors, pourquoi ils le font? Ils le font déjà parce qu'ils souhaitent, c'est un outil marketing, donc ils mettent en avant l'économie, le fait qu'ils offrent des prix très bas. Et alors, la fois suivante, quand vous allez devoir vous rendre quelque part, vous avez en tête que les prix les plus bas sont chez Ryanair, et vous allez regarder le site de Ryanair. Peu importe si vous allez booker avec Ryanair ou pas, mais vous avez en tête que, regarde, Ryanair, il a fait des prix, il a pratiqué des prix incroyablement bas. Donc ça, c'est un outil puissant de marketing. 2, vous le faites, vous pouvez le faire, ils peuvent le faire, parce que souvent les aéroports, ils subventionnent des compagnies aériennes low cost afin qu'ils emmènent les touristes pour que les touristes qui dépensent, qui prennent les hôtels, les voitures de location, qui mangent dans les restos, c'est les touristes qui finalement compensent ce que l'aéroport, la région autour de l'aéroport a dépensé pour financer et subventionner la compagnie aérienne et voir qu'ils surconsomment, donc ils surcompensent un peu cette dépense. Donc c'est une logique qui existe, mais qui sort de la mécanique du RM et rentre dans la mécanique du ce qu'on appelle destination management en anglais. Merci pour ta question, Amine. Donc, je disais, là, le marketing
Deuxième question, quelles sont les principales difficultés rencontrées par un revenu manager ou revenu management? Euh, alors, une difficulté. Merci, merci pour ta question, Ghislaine. Une difficulté est savoir en amont ce qui va se passer. Euh, alors, comment vous pouvez décider d'un prix? Comment vous pouvez décider s'il faut choisir le client A, le client B, sachant que vous les avez pas devant vous. C'est des clients qui vont arriver dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. C'est difficile. Alors, pour ce faire, vous faites ce qu'on appelle un forecast. Qu'est-ce que c'est un forecast? C'est une prévision où le revenu manager essaye de comprendre au mieux de ses connaissances factuelles combien de clients, de quel segment, de quel canal vont arriver chaque jour dans l'hôtel, dans leur station de location de voiture, navire de croisière, peu importe, avion. Donc imaginez que tout démarre par un forecast, par une prévision. Moi, je m'attends à que le week-end prochain, l'hôtel que je gère soit rempli à 100%. Euh, ça tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une analyse. Alors, puisque je fais cette analyse et cette estimation, je suis capable, une fois que j'ai dit, bon, l'hôtel va être plein à 100%, donc je vais pouvoir augmenter les prix. Et c'est en fonction de ce forecast que je vais pouvoir dire, en étant convaincu, si j'augmente les prix, les clients vont quand même venir parce qu'il y a une forte demande. Alors, pourquoi il y a la demande? Eh bien, parce que le week-end, c'est une zone touristique, donc les touristes viennent parce qu'il y a un congrès, il y a un concert, il y a une raison derrière cette demande. Et donc, imaginez que par contre, ça, c'est des estimations, parce que personne connaît l'avenir. Si moi, personnellement, je connaissais l'avenir, je serais milliardaire, j'aurais acheté des actions Microsoft et Nvidia il y a 5 ans, et je serais à la plage en ce moment. Mais donc, non, les revenus managers ne sont pas des clairvoyants, ils sont juste des analystes. Ils prennent des données. Par exemple, ils regardent ce qui s'était passé l'année dernière, ils disent, bah tiens, l'année dernière, ce même week-end, l'hôtel était à 3 chambres plein. Et donc là, puisque l'hôtel il a fait une meilleure commercialisation, ça sera, par exemple, plein à 100%. Et donc, grâce aux données historiques et à d'autres données de marché, il peut, le revenu manager, élaborer un forecast, donc une prévision. Et sachez qu'on se trompe toujours. Jamais la prévision, évidemment, est égale au réalisé. Et donc, la difficulté, pour répondre enfin à ta question, est de faire une estimation qui est la plus précise, la plus adhérente à la réalité qui soit possible. Si tu t'éloignes de la réalité, si tu dis ben, on va être plein et que l'hôtel va être vide, à demi vide, bah, tu auras probablement décidé d'augmenter les prix. La demande était faible, donc les prix forts avec la demande faible ne vont pas d'accord, et donc tu auras perdu du chiffre d'affaires. Et inversement, si tu auras prévu une demande faible et que la demande explose, en réalité, eh ben, tu n'as pas à monter les prix, donc tu as certainement vendu trop rapidement et les clients qui sont arrivés en retard n'ont trouvé aucune disponibilité et donc ils se sont rendus ailleurs, chez tes concurrents, qui, eux, probablement, ont pratiqué des prix plus élevés. Donc, qui a perdu, qui a gagné? Bah, toi, tu as perdu parce que tu as vendu toutes tes chambres à des prix faibles, ton concurrent a gagné parce qu'il a vendu les chambres à des prix forts. Et ça, c'est la raison pour laquelle, quand vous tous partez en vacances, quand nous tous, nous sommes tous des consommateurs, quand nous tous, nous partons en vacances, nous essayons justement non, de nous y prendre un peu en amont, donc de réserver les avions le plus tôt possible, de réserver les hôtels le plus tôt possible, parce que nous savons que après les hôtels, les avions vont augmenter les prix au fil du temps. Sauf quand quelque chose tourne mal, la difficulté de l'exemple dernier, c'est-à-dire qu'on se trompe parfois dans les estimations, on a mis des prix trop élevés et l'hôtel n'est pas rempli. Et donc, il faut, une fois qu'on a constaté que l'hôtel ne va jamais se remplir,
baisser les prix violemment pour essayer de sauver le sauvable, donc de remplir au mieux, chose qui n'est pas agréable parce que, imaginez, vous vous êtes trompé de prévision, le patron n'est pas content, les clients qui ont réservé à des prix plus élevés ne sont pas contents non plus. Et donc là, par exemple, vous avez une vraie difficulté. Merci Lisa pour ta question. On parlait de marketing. Le marketing, il est indispensable et je dirais, c'est le début de l'histoire. Tout commence par le marketing, non pas par le revenu manager. Imaginez que le marketing est celui qui doit créer un produit, qui doit dire le marché a besoin de X. Oui, bien sûr, bien sûr. Le marché a besoin du produit X, donc le marketing aide à comprendre les besoins du marché, aide à définir, à faire le design du produit, soit-il un produit physique, soit-il un produit virtuel comme peut l'être une vacance, une chambre d'hôtel, etc. Et, et donc, le marketing commence en définissant ce produit et après, une fois que le produit il est bien défini, il est construit, doit répondre à des critères bien précis, parce que si vous créez un produit qui n'existe pas, il faut que vous ayez bien compris qu'est-ce que le marché demande, parce que si vous n'avez pas compris ce que le marché demande, vous risquez de créer un produit que personne ne demande, donc de ne pas le vendre. Si par contre, vous n'avez pas bien écouté le marché et que vous créez un produit qui existe déjà et que vous n'avez pas bien compris quelles sont les choses, les améliorations demandées par le marché, vous risquez de créer un produit qui existe déjà, donc ne pas le vendre parce que ça existe déjà, surtout que ça existe avec des marques, des boîtes déjà connues, donc pourquoi l'acheter chez quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc, vous voyez, le challenge du marketing est hyper important, aussi important, je dirais même primaire et primordial par rapport à l'enjeu du revenu management. Mais une fois que je termine et après je réponds aux questions de Ikram et de Oumama. Mais une fois que vous avez créé le produit, ce produit doit être vendu. D'accord? Et alors, le marketing va vers le département sales. Et le département sales demande que dois-je vendre? Et le marketing explique le produit, illustre le produit, les bienfaits de ce produit, les avantages, voilà la raison pour laquelle ce produit a été introduit sur le marché et quels sont les points forts et les points faibles, de manière à que sales, d'accord, qui s'occupe de sales, probablement parmi vous, il y en aura qui vont s'occuper de ça dans la vie. Et voilà, le sales, avec cette illustration, cette compréhension des points de force et de faiblesse, il va vendre partout, il va frapper à la porte des acheteurs pour vendre ce produit. Et c'est seulement à ce moment-là qu'arrive le revenu manager, parce que le revenu manager ne fait que trier la demande. Le revenu management ne crée pas en soi de la demande. Il fait le tri. Je faisais l'exemple tout à l'heure, exagéré, un peu caricaturé, de la réception d'un hôtel devant laquelle il y a deux clients, il n'y a qu'une chambre disponible, et ben, le revenu management doit finalement s'occuper de décider qui des deux va avoir la chambre afin d'obtenir voilà, le revenu ou le revenu net le plus élevé pour l'hôtel. Mais la raison pour laquelle ces deux clients se trouvent devant la réception, ce n'est pas grâce au RM, c'est grâce à quelqu'un qui a vendu ce produit. Et l'existence de ce produit n'est pas grâce à l'équipe sales, c'est l'équipe marketing qui a créé, qui a marketisé ce produit. Donc, si vous voyez là-dedans, si on prend un peu de recul, il y a quelqu'un qui s'occupe de marketing, qui crée le produit, il y a quelqu'un qui s'occupe de vente, qui vend le produit, qui le met sur le marché, et il y a quelqu'un qui s'occupe de revenu management, qui s'occupe de trier les clients qui veulent acheter ce produit, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. S'il y en avait pour tout le monde, la fonction revenu management, ça serait inutile. Je prends vos questions.
Euh, donc, j'ai voulu soulever cette question parce qu'en pratique, il est souvent difficile de mesurer précisément l'impact du revenu management sur la performance globale. Les résultats financiers dépendent de plusieurs facteurs, marketing, fidélisation. Donc, je me demande dans quelle mesure une entreprise peut-elle quantifier la contribution du revenu management à la performance financière indépendamment des autres variables commerciales? Ça, c'est une magnifique question. C'est une question de 1000 points. Alors, vous savez, c'est très flou le mécanisme avec lequel on mesure la performance du revenu management. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas que de vous. J'explique. Si vous êtes, imaginons Usain Bolt, d'accord? Vous courez la marathon, peu importe, c'est un sport individuel. Je me permets de faire une analogie sportive. C'est un sport individuel, d'accord? Vous êtes Usain Bolt, vous courez les 100 mètres et ça dépend de vous. Oui, il y a la préparation, oui, les autres, évidemment, mais c'est vous, c'est vos jambes, c'est le sprint. Et ben, vous arrivez, vous n'y arrivez pas. Bah, vous ne pouvez pas dire, ah, bah non, c'était mon copain qui ne m'a pas passé le ballon et c'est pour ça que je n'ai pas gagné. Non, c'est vous. Alors que si on prend le jeu du football, voilà, et ben là, c'est une équipe. Donc, c'est plus difficile de dire si l'équipe gagne ou perd, si c'était la faute d'un joueur ou d'une joueuse, parce que c'est quand même un jeu d'équipe. Donc, en quelque sorte, euh, il, y a, il y a pas mal de facteurs qui influencent le résultat voilà, du match. Alors, le revenu management, c'est un peu ça. Donc, c'est plutôt dans la case jeu d'équipe. C'est vrai, il y a des décisions qui reviennent au revenu manager ou à la revenu manager, mais je vous fais un exemple et je fais exprès de caricaturer un peu. Si vous avez un hôtel pourri au milieu de nulle part euh, et que vous êtes un revenu manager excellent, vous êtes un avion de chasse, le top gun du revenu management, probablement cet hôtel ne va quand même se remplir. Pourquoi? Parce qu'il est pourri, parce qu'il est sale, parce qu'il est au milieu de nulle part. Par contre, vous venez voilà, d'ouvrir un hôtel tout neuf en plein centre voilà, de Casablanca, de Marrakech, de n'importe où vous êtes, et, et c'est joli, et c'est propre, et c'est magnifique, c'est dernier cri. Et par contre, le revenu manager, lui, il est pas le meilleur. L'hôtel va se remplir. Alors, je pense que dans les deux cas, ce n'est pas ni la faute ni la gloire de qui s'occupe de revenu manager qui aura fait le résultat de l'hôtel. Donc, il y a des, disons, conditions, des influences exogènes qui influencent énormément le travail du revenu manager. Il y a une manière plus factuelle de mesurer non pas le travail du revenu manager, mais disons la performance du revenu management. Donc, on essaie de ne pas parler de la personne, mais de parler de la performance de la discipline, de l'application de la discipline. Et cette méthode, et ça existe dans l'hôtellerie et dans d'autres industries, consiste à comparer les résultats de l'hôtel, donc de ce que nous vendons, avec les résultats des concurrents. Donc, on ne dit pas que puisque l'hôtel, nous l'avons rempli à 100%, nous sommes les champions du monde. Non, nous comparons ce taux d'occupation de 100% avec le taux d'occupation des autres concurrents, qu'ils ont fait, eux, 80%, ben alors dans ce cas-là, on peut dire bah, le revenu management a été bien appliqué. Par contre, on peut se rendre compte que nous avons rempli l'hôtel à 100%, mais à un prix moyen de 50, alors que les concurrents, ils l'ont rempli à 80%, par contre, à un prix moyen de 120. Alors, qui a fait mieux? Probablement, ce n'est pas nous. C'est les concurrents qui ont su trouver le bon équilibre entre prix moyen et taux d'occupation. Donc, il y a des manières assez factuelles et basées sur la data pour comparer les résultats de notre hôtel, de notre avion, etc., avec les concurrents directs. Et cela permet de comprendre un peu, de mesurer, comme
ICRAM le demande, de mesurer un peu quelle est la contribution du revenu management. La question suivante est qu'est-ce que c'est un yield dans le contexte du revenu management? Alors, yield en anglais, ça veut dire priorité. D'accord? Imaginez que vous conduisez, d'accord, aux États-Unis, dans un pays anglophone, et vous trouvez devant vous le signal de donner la priorité. Bah, ça, c'est de yield. C'est ça le yield. Et donc, ça veut dire littéralement de ne pas considérer, je le dis de manière, comment dirais-je, très simple, même si il faut évidemment toujours respecter la clientèle au maximum parce que c'est grâce à la clientèle que le business existe. Mais la vérité, la cruelle vérité du business, c'est que les clients ne sont pas tous et toutes les mêmes. Il y a des clients qui payent plus cher, il y a des clients qui payent moins cher. Et ben, les clients qui payent plus cher sont normalement, évidemment, à parité du produit et disons, dans une isométrie générale, les clients qui payent plus cher sont les clients meilleurs. Et donc, donner la priorité aux clients qui payent plus cher, voilà, c'est bien ça qui veut dire yield management. Souvent, vous entendez parler de yield management. Souvent, vous entendez parler de revenu management. À 90%, les deux choses s'équivaut. C'est la même chose. On parle de la même discipline. Parfois, le yield management, c'est une terminologie qui appartient plutôt à l'aérien et le revenu management qui appartient plutôt à l'hôtellerie, mais c'est finalement la même chose. Merci Anaï pour la question. Et Ilias qui demande, est-ce qu'on peut considérer le yield management comme un outil de revenu management? Voilà, j'espère t'avoir répondu. C'est le yield comme le pricing, voilà, comme le forecasting. On peut le considérer comme une branche, même pas une branche, mais je dirais une des activités composantes le revenu management comme discipline globale. Donc oui, on peut dire comme ça. Alors, Rana qui dit comment les nouvelles technologies, intelligence artificielle, big data transforment-elles le revenu? Encore une fois, question de 10 000 points. Alors, aujourd'hui, la vérité, c'est que personnellement, j'ignore à quel point l'intelligence artificielle euh, peut transformer le revenu management parce que c'est un domaine juste infini, juste trop grand pour pouvoir faire des prévisions. En tout cas, moi, je ne me permets pas, je souhaite rester humble et, euh, et dire des choses voilà, qui font du sens et non pas faire des prophéties inutiles. Faisons un exemple. Vous, moi, tous, nous n'utilisions pas il y a à peine 18 mois, et si quelqu'un l'a fait, levez la main parce que c'est intéressant d'en discuter. Il y a à peine 18 mois, on n'utilisait pas ChatGPT. C'est quelque chose qui est vraiment très récent. Et quand vous allez voir ce que ChatGPT était capable de faire il y a 18 mois et que vous le comparez avec ce qu'il est capable de faire là maintenant, bah, c'est comme si vous comparez voilà, la première voiture, la Ford Model T, qui est sortie en 1920 et que vous la comparez avec la dernière version voilà, de Renault Clio, sauf que dans le cas en fait, dans l'exemple des voitures, il y a 100 ans, 80 ans, 120 ans qui se sont passés entre les deux modèles. Alors que là, on parle de deux choses qui se sont passées au bout de 18 mois l'une de l'autre. Donc, avec une accélération énorme. L'ancien CEO de Google, Monsieur Eric Schmidt, il a récemment dit que d'ici quelques années, nous aurons une super intelligence. Super intelligence veut dire supérieur d'un point de vue de la computation, d'accord? Mettons d'un côté les implications philosophiques, mais d'un point de vue de computation et de cognition, supérieur à l'intelligence humaine, et qu'il y a quelques années qui nous séparent de ce moment-là. Alors, je peux imaginer que aujourd'hui, l'automatisation, que le niveau d'intelligence artificielle
actuel permet de faire n'est rien par rapport à ce qui va se passer d'ici 2 ans, quand il y aura un agent d'intelligence artificielle qui, sans besoin qu'on lui dise, qu'on lui donne des prompts, qu'on lui dise quoi faire, bah lui, avec un langage naturel, bah, il va faire du revenu, mais il va aussi faire du sales, mais il va aussi faire des ventes. Et d'un côté, il y a des métiers qui sembleraient être plus, comment dirais-je, orientés vers un changement vers l'IA, donc qui vont être automatisés ou quand même disons, traités par l'IA plus rapidement ou intensement que des autres. Mais finalement, ce n'est pas vrai parce que il y a une autre révolution qui se fait en parallèle, qui est celle des robots anthropomorphes. Et donc, il y a d'un côté l'intelligence artificielle qui va permettre de remplacer tous les logiciels que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a de l'autre côté les robots qui vont remplacer pas les humains, les ouvriers, etc., avec un gros point de question parce qu'il y a des implications éthiques, philosophiques et économiques énormes. Et donc, c'est une discussion énorme qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Moi, personnellement, je me pose la même question. Et je pense qu'il faut faut tous qu'on soit attentifs et pour les plus curieux et curieuses, qu'on regarde bien ce qui se passe et qu'on essaie de comprendre et naviguer au mieux ce changement. La question suivante de Soukaina, je vous remercie de votre intervention. J'aimerais savoir si vous pourriez partager un exemple concret où une stratégie de revenus a particulièrement amélioré la performance d'une entreprise en vous basant sur votre expérience à la direction des équipes RM et pricing pour des groupes européens comme Louvre et Center Park. Alors, bien sûr, avec plaisir, et merci pour la question. Une stratégie, ou encore mieux, une décision qui a particulièrement, visiblement amélioré la performance, c'était le déploiement d'un système de revenu management, c'est-à-dire un soi-disant RMS, Revenue Management System. Ce que nous sommes humains, donc nous faisons des erreurs. Les machines ont beaucoup moins de qualité et sont beaucoup moins intéressantes que les humains. Ça, c'est mon point de vue. Par contre, quand il s'agit de faire des maths, les machines sont bien plus précises et ils n'ont pas d'émotion. Et donc, une machine peut faire des maths aussi bien qu'un humain, mais il le fait beaucoup plus rapidement. Et donc, dans ce contexte-là, chez Center Park, chez Louvre, on a déployé des logiciels, finalement, c'est des machines, qui ont permis de déléguer à ce logiciel la partie du calcul et de laisser à l'humain, donc au revenu manager, la partie de réflexion profonde, la partie qui demandait une vision à 360 degrés, chose que la machine ne sait pas faire. Et donc, ça nous a permis de dépasser la performance attendue et même d'être meilleur en termes de résultats que certains concurrents. Et donc, la décision de déployer un RMS, c'était certainement particulièrement, je dirais, notable parmi celles que j'ai pu connaître. Ayman, quels sont les principaux KPI, les indicateurs de performance utilisés en revenu management? Le taux d'occupation, c'est combien de chambres on a vendues par rapport au nombre de chambres qui sont disponibles dans l'établissement. C'est pareil pour l'avion, c'est le load factor, ça s'appelle comme ça. Donc, combien de sièges vendus par rapport aux sièges disponibles dans l'avion. Tout est pareil. La terminologie change d'industrie à industrie, mais finalement, c'est à quel point vous remplissez le taux de remplissage de votre asset, soit-il un avion, un hôtel, un camping, un resto, un cinéma. Deuxième, c'est le prix moyen. Encore une fois, ça s'appelle différemment selon l'industrie. Et le troisième, c'est le revenu. Donc, on a vendu tant de sièges, tant de chambres à tel prix moyen. Donc, au final, ça nous donne tel revenu. Et après, il y a un indicateur dans l'hôtellerie très important qui s'appelle rêve par. C'est un acronyme qui veut dire revenu, rêve, par per available room. Donc,
ça veut dire combien vous avez gagné, non pas par chambre vendue, mais par chambre disponible, ce qui synthétise un peu l'efficacité de l'action revenu management. Et donc, il vous dit si vous avez, je simplifie, si vous avez, si votre stratégie finalement a trouvé le bon équilibre entre prix moyen et taux d'occupation. Avec ces 3 ou 4 indicateurs, vous pouvez faire une présentation avec un angle revenu management de n'importe quel business, avion, donc aérien, hôtellerie, cinéma, restauration, ce que vous voulez. Ça fait 80% de ce que vous devez savoir quand vous pilotez un établissement. Merci Ayman pour ta question. Myriam, quelles compétences sont essentielles pour un manager spécialisé en revenu management aujourd'hui? C'est de savoir communiquer pour comprendre quels sont les objectifs, ce que la personne qui est responsable pour vous demande, ce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez vous demande, quels sont les objectifs. Donc la communication, c'est pour communiquer à votre tour aux gens qui vous entourent, aux interlocuteurs, quel est le problème que vous voyez, quelles sont les opportunités que vous voyez, comment vous allez vous y prendre et comment vous allez faire. Alors, la communication fera 50% de l'échec ou de la réussite. Parce qu'on peut avoir une idée formidable, si on n'arrive pas à la communiquer, eh ben, ça ne sert à rien. On peut être un avion de chasse, si on n'a pas compris quel est le problème, ça va pas aider. Si on n'a pas compris ce qui est dans la tête de l'interlocuteur, dans la tête du responsable, dans les objectifs de la boîte, nous allons probablement faire un travail magnifique et on va partir vers la droite parce que nous pensons que c'était la droite qu'il fallait choisir, alors que c'était peut-être la gauche. Donc, probablement, on aura parcouru un chemin énorme que personne d'autre aurait pu faire à droite, sauf que il fallait aller à gauche. Donc, la communication, c'est hyper important. Je dis pourquoi? Parce que, encore une fois, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des machines qui font les maths pour vous. Il y a 10 ans, 20 ans, j'aurais dit il faut du goût, pousser pour les chiffres. Aujourd'hui, les machines font pas mal de travail au niveau des chiffres. Donc, il faut quelqu'un qui ait la communication, qui ait la vision d'ensemble, qui sache dire pas seulement, oui, le bon prix, il n'est pas 100, il est 105, mais aussi qu'il comprenne et qu'il sache communiquer pourquoi, à qui on va vendre ce prix, qui est le client, comment on le retient et comment on crée valeur pour la boîte. Merci Myriam. Afsa, dans un environnement concurrentiel, comment une entreprise peut-elle éviter la guerre des prix tout en maximisant ses revenus? En créant de la valeur et en expliquant aux clients quelle est cette valeur. Aujourd'hui, si vous êtes identique aux autres, et peut-être que le seul levier que vous avez est celui du prix. Mais sachez que vous ne créez pas de la valeur pour l'entreprise, vous ne créez pas de la loyauté. Si aujourd'hui, vous fidélisez des clients qui achètent chez vous, qui achètent votre produit, une chambre d'hôtel, une boîte de tomates, peu importe, parce que vous êtes les moins chers, il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de faire un produit moins cher et vous aurez perdu votre clientèle du jour au lendemain. Alors que si vous arrivez à dire à votre clientèle pourquoi il faut acheter votre produit, votre chambre d'hôtel, votre billet d'avion, le client, il restera avec vous, évidemment dans certaines limites, mais quoi qu'il soit le prix, le client restera avec vous. Vous aurez le client, vous aurez ce qu'on appelle la lifetime value du client. Donc, dans un environnement concurrentiel, toujours, sauf si vous êtes la société d'électricité, parce que là, il n'y a pas énormément de différenciation possible, mais c'est des marchés hyper régulés, donc il ne faut même pas avoir une création en fait, créer beaucoup de valeur parce que c'est souvent des marchés réglementés par les gouvernements, par les États. Mais si vous êtes dans le secteur privé, bien, créez de la valeur, communiquez-la au client, faites en sorte que le client tombe amoureux du produit et non pas du prix.
Donc, Aja, dans un contexte de forte concurrence ou volatilité, comment le revenu management peut-il s'adapter pour maintenir la rentabilité sans dégrader la satisfaction client? C'est un peu la réponse que je disais, que je mentionnais tout à l'heure. C'est pas l'ERM qui va résoudre la situation. Le héros dans cette situation, c'est pas l'ERM. Le héros, c'est le marketing, c'est les opérations, c'est les gens faisant partie de l'entreprise qui sont responsables de laisser imprimer dans la mémoire du client des souvenirs mémorables et magnifiques. C'est de dire, ah, c'est le séjour le plus beau de ma vie. Ah, cet hôtel. Ah, le petit-déj. Ah, le lit, il était confortable. La chambre, l'hygiène. Et le revenu manager ne peut rien pour faire ça. Par contre, les opérations, le marketing, ils peuvent faire énormément de choses. Donc, je fais un exemple. Le staff qui fait le ménage dans la chambre, dans un contexte pareil, il est aussi important, il apporte aussi de valeur que le revenu manager. Souvent, on pense que les métiers les plus opérationnels sont aussi les métiers les plus humbles et les moins importants. Ben non, parce que finalement, dans ce cadre-là, par exemple, un métier tel que voilà, celui des opérations, de ménage des chambres, peut jouer un rôle et peut faire en sorte que, voilà, dans un environnement très concurrentiel où le prix ne fait pas la différence, eh bien la qualité et la valeur la fassent. Et alors, je descends un peu. Les principaux indicateurs de la performance, j'y ai répondu, j'espère, avant. Soit il a, quelles données faut-il collecter pour mettre en œuvre une stratégie de revenu management? Très bonne question. La donnée historique, si vous l'avez. La donnée concurrentielle du marché, quelle est bêtement, qui sont vos concurrents? Faut savoir, faut connaître ses concurrents aussi bien que vous connaissez vous-même vos poches. Parce que si vous ne savez pas quels sont vos concurrents, combien de chambres, si le client, si le concurrent fait mieux l'accueil, s'il a un resto meilleur que le vôtre, s'il a une piscine et vous avez une spa, qu'est-ce qui fait mieux de vous, ou qu'est-ce que vous faisiez mieux que lui, vous ne connaissez pas votre valeur par rapport à lui. Deux, connaissez ses prix, comment il vend, à qui il s'adresse, connaissez les marchés où son offre va déboucher. Typiquement, pour faire un exemple encore plus concret, sachez quelle est la capacité aérienne. D'accord? Si la saison 2025, il y avait 3 compagnies avec une capacité aérienne de 1000 qui débarquaient près de vos hôtels, de votre hôtel, et que la saison 2026, il y a une compagnie avec 500 de capacité, évidemment que vous n'avez pas la même demande. Et donc, il faut savoir aussi combien de demandes potentielles vous pouvez avoir. Sachez, ayez connaissance du calendrier des événements. Destination touristique, disons, c'est moins important parce que vous avez la saison basse, la saison haute, donc l'été, c'est plus évidemment demandé que l'hiver, etc. Mais dans une ville type Paris, type Londres, type Milan, type Madrid, où il y a littéralement des dizaines d'événements, salons, les shows, la mode et l'électronique, les congrès médicaux, sachez que cela génère de la demande et en fonction de la demande, vous devez justement appliquer une stratégie revenu ou une autre. Donc, il faut connaître à minima, disons, ces facteurs, ces données. Merci Chouaïla. Fouad, comment une entreprise peut-elle trouver un bon équilibre entre la stratégie de revenu management qui cherche à augmenter la rentabilité et les objectifs des équipes commerciales qui visent surtout à vendre plus? Ça, c'est la question des questions quotidiennes. Ce n'est pas une question probablement comme les autres, plus sophistiquée d'un point de vue stratégique, mais sachez que cette question est une question qu'on se pose au quotidien. Typiquement, Monsieur RM, lui, il ne veut que des clients riches qui payent hyper cher, alors que Monsieur Sales, lui, il ne veut que de vendre voilà, le volume que le chef lui a donné, quoi qu'il soit le prix, et donc justement atteindre les objectifs. Alors, en somme, c'est le revenu management qui décide.
qui a le dernier mot, parce qu'il est vraiment, le revenu management, le gardien de la rentabilité de la boîte. Par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne laisserai jamais les manettes d'un hôtel à un revenu manager ou d'un business. C'est finalement la personne qui est le directeur commercial, qui est responsable à la fois du RM, du sales, du marketing, qui doit prendre la décision, qui parfois c'est un arbitrage, c'est même pas, c'est une décision, mais c'est surtout un arbitrage, et parfois c'est pas net. D'accord? Parfois les chiffres te disent d'aller à droite, par contre, tu as d'autres chiffres qui ne sont pas immédiatement visibles qui te disent d'aller droit ou d'aller à gauche. Dans ce cas-là, si tu as un client qui est stratégiquement important pour l'hôtel, mais aussi, imaginons, c'est une chaîne d'hôtels, donc c'est un client qui visite plusieurs hôtels, ou sinon c'est un client qui fait des séjours corporate, mais fait aussi des séjours en groupe. Donc, il faut factoriser un maximum de paramètres, de facteurs, et surtout, le facteur clé, in fine, est la valeur, la Customer Lifetime Value, c'est-à-dire qu'est-ce que ce client me donne, pas seulement ce soir avec sa petite chambre, mais qu'est-ce qu'il va lui me donner globalement dans toute sa vie. Vie, entre guillemets, c'est la vie du client auprès de mon business. Donc, ce qui va être parfois le prix plus élevé qui est payé cette nuit ne correspond pas parfois à la valeur la plus élevée qu'un tel client peut emmener au cours de sa vie, entre guillemets, de client. Et c'est grâce à ça que le directeur commercial, ils arrivent à arbitrer entre le sales et le revenu. Merci Fouad. Est-ce qu'on peut, Salma, est-ce qu'on peut avoir un marketing performant alors que le revenu management est défaillant? Tout à fait. Tout à fait. Déjà parce que nous sommes humains et nous faisons des erreurs, nous sommes des personnes et nous faisons des erreurs, donc il se peut que tu as parfois un très bon marketing manager et un revenu manager qui n'est pas bon. Et donc, et les deux voilà, ne travaillent bien ensemble, la performance CRM n'est pas bonne. Le marketing en soi, comme en tant que discipline, peut exister dans un hôtel, dans une entreprise qui a du mauvais revenu management. Par exemple, le marketing, il cherche à bien traiter les clients. Le marketing cherche à dire aux clients, viens chez moi, achète mon produit parce qu'il est le meilleur. Le revenu management, pas du tout. Le revenu management, il cherche, encore une fois, proactivement à aller prendre les clients qui payent plus cher. Son but n'est pas forcément de montrer aux clients que le produit est le meilleur. Et toi, donc, oui, ça arrive. Charge à qui a la responsabilité du marketing et du revenu. Encore une fois, on parle d'arbitrage, donc de quelqu'un qui se situe au-dessus du RM et du marketing, de pouvoir trouver le bon chemin. Et si le revenu manager n'est pas bon, il faut aussi avoir le courage de dire, de changer, de passer à, de le faire changer ou de changer de personne. Merci Salma. Youssef, comment la fonction de RM doit-elle collaborer avec les départements marketing et vente pour créer une stratégie de revenus intégrée et cohérente? Très bonne question aussi. Il faut faut casser les silos. Il faut que les trois, ça soit autour de la même table. Chacun apporte ses constats, les opportunités, les risques, les améliorations. Et il y en a toujours, hein. On n'est jamais parfait, on fait toujours des erreurs, on a le droit à l'erreur, mais on a le devoir d'améliorer, donc de changer les choses qui n'ont pas marché. Et donc, quand tu mets autour de la même table 3 personnes, ça peut être 2, ça peut être 10, chacun qui a une volonté honnête, transparente d'améliorer les choses, de partager les opportunités, de faire un vrai jeu d'équipe, et que tu as un capitaine d'équipe, un capitaine d'équipe qui arrive à coordonner ces cerveaux-là, tu arrives à le faire de manière assez simple. Il faut aussi savoir que les entreprises ne sont pas toutes les mêmes et qu'ils ont des objectifs stratégiques différents. Si tu prends Marriott, qui est le numéro 1 au monde dans l'hôtellerie, je peux te dire que le chef du revenu management, il est quelqu'un, il est un poids lourd. Il est quelqu'un qui est écouté, il est quelqu'un qui a pas mal de pouvoir
de décision et de parole. Si tu prends LVMH, donc la maison mère de Louis Vuitton, c'est pas du tout comme ça. C'est la direction créative, c'est la direction marketing qui a beaucoup de pouvoir parce que c'est pas important si un sac est vendu à 1000 ou à 1100 balles ou à 950. Ce qui est important, c'est que les produits de la marque Louis Vuitton, de la marque XY, de la maison LVMH, ils soient perçus par le marché comme des produits de grand luxe, etc., etc. Et donc, ce n'est pas le revenu manager qui sait faire ça, c'est plutôt le marketing ou le directeur ou directrice créative. Donc, ça dépend aussi quel est l'objectif et la mission stratégique de l'entreprise. Osama qui vous rappelle de partager voilà, sur la présentation sur les groupes WhatsApp. Et Kaoula, d'après votre expérience, comment élabore-t-on une stratégie optimale de tarification dynamique qui équilibre la maximisation de revenus et la fidélisation des clients? Très bonne question. Dans la vraie vie, dans la réalité, les clients, les clients corporate ont besoin de savoir en amont ce qu'ils vont payer, combien ils vont payer. Parce que c'est dans l'économie de leur business, c'est important. La certitude, le contrôle des coûts est plus important, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, et de payer le moindre coût dans un sens absolu. Pourquoi? Parce que si vous savez, si vous maîtrisez les coûts, vous êtes sûr que votre entreprise ne dérapera pas. D'accord? Après, oui, si vous pouvez faire des économies, tant mieux. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir le contrôle. Et donc, sur le marché des voyageurs d'affaires, c'est difficile de trouver une stratégie optimale parce que vous pouvez leur proposer, par exemple, d'appliquer une remise, donc une décote dynamiquement sur le prix journalier et que ce prix fluctue. Et vous pouvez leur dire, écoute, je t'applique 20% de remise sur le prix public, donc toi, tu payeras toujours 20% moins cher que n'importe quel autre client. Et lui, il vous dira toujours, je préfère avoir un prix fixe qui ne change jamais au cours de l'an. Parfois, je comprends, ça sera plus élevé, mais je préfère ainsi parce que ça me permet à moi de savoir, de maîtriser exactement mes coûts de déplacement. Donc, c'est pas évident. Ayman, merci. Merci à toi. Safaé, en revenu management, l'objectif est souvent de maximiser le revenu immédiat. Voilà, l'exemple des deux clients, mais en marketing, on s'intéresse aussi aux clients fidèles. Exactement. Comment équilibrez-vous ces deux perspectives dans la pratique? J'ai essayé merci Safaé pour la question, j'ai essayé de répondre en disant, il faut que le levier principal, que le critère principal soit la lifetime customer value. C'est vraiment de décider en fonction de ce que chaque client apporte à l'entreprise, non pas dans l'immédiat, mais à la fin, ce qu'il t'aura apporté à la fin de son cycle de vie en tant que client auprès de ton entreprise. C'est difficile. Hein. Il n'y a pas de formule magique pour le faire. C'est d'ailleurs en raison, ça me donne l'opportunité de parler de segmentation. Vous savez, il y a quelque chose de très dur à accepter dans la vie d'un business qu'on n'accepterait pas dans notre vie privée. C'est-à-dire que voilà, on est, comment dire, il faut différencier les clients. Et il y a des clients qui sont top, il y a des bons clients, des mauvais clients. Ça, c'est difficile à dire et à accepter parce que justement, de manière, nous sommes des humains et nous pensons être tous à égalité. Et évidemment, dans les cadres de notre vie personnelle, nous le sommes. Dieu merci. Mais en tant que consommateurs, nous n'avons pas les mêmes droits parce que nous ne sommes pas les mêmes. Des clients qui achètent la Ferrari ne sont pas les mêmes clients qui achètent une Renault, une Fiat. Et donc, c'est avec ce principe de segmentation qu'il faut accepter, parce que voilà, c'est comme ça, que nous arrivons à comprendre et pourquoi on devrait privilégier
voilà, un client l'accès à tel service ou l'accès prioritaire, voilà, disons comme ça, à tel segment et non pas à tel autre segment. Et d'ailleurs, pour être clair, ce n'est pas évidemment à titre personnel, c'est à titre justement de segment. Euh, je prends encore deux questions parce que je vois l'heure, il est 16h20. Alors, Afsa, merci. Justement, rebondir sur un point. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un revenu management émotionnel, emotional pricing, où le prix s'adapterait à l'état d'esprit, au contexte ou même au moment d'achat du client. Pensez-vous que ce modèle de revenu par émotion soit réellement envisageable ou reste-t-il utopique dans la pratique? C'est absolument réel, ça existe. Vous avez, certains d'entre vous sont familiers ou vous avez entendu parler de FOMO, Fear of Missing Out. D'accord. Euh, Certains d'autres ont entendu le mot instant gratification. C'est des phénomènes dont je ne suis pas expert, donc je ne peux pas parler en profondeur, mais qui existent, qui sont documentés, expliqués par la science, déjà par les sciences du comportement, et qui ont été pris et utilisés, à juste titre, par les experts marketing pour dire comment je peux profiter. Donc, la fear of missing out. Je vous invite à aller approfondir parce que ça vous permet de dire à des gens qui, à la base, n'ont pas vraiment besoin de vos produits ou de vos services, de dire que, par contre, s'ils ne s'y intéressent pas, bah, ils pourraient passer à côté de quelque chose. Et bah, ne serait-ce que leur dire cela, ça déclenche un mécanisme qui les fait intéresser et certains d'entre elles, probablement acheter ce produit. Non pas parce qu'ils en ont à la base besoin, mais parce qu'ils ont peur d'y passer à côté. Vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant et ça existe. Dans l'hôtellerie, c'est moins évident. Dans tout ce qui est avion, aérien, hôtellerie, c'est moins évident. Ça c'est des phénomènes, des principes qui s'appliquent surtout, par exemple, sur des produits type des produits physiques, donc des biens, mais aussi des expériences. D'accord? Alors, si je vous dis, j'essaie de vous vendre un billet pour un concert auquel d'une bande que vous ne connaissez pas vraiment. Je vous dis, écoute, il y a ce billet, des 15 euros, c'est pas trop cher, mais c'est finalement un groupe de musiciens qui ne sont pas connus, que vous ne connaissez pas vraiment. Et peut-être que vous dites, écoute, moi je ne les connais pas, je ne suis pas intéressé. Par contre, si je vous dis, alors, il y a tes meilleurs amis qui partent tous pour cette soirée et qu'ils vont, oui aussi, ils partent de la soirée, ils vont voyager ensemble, ils vont passer une super soirée et, entre autres, il y a ce concert et finalement, c'est la seule occasion de se retrouver avec ce cercle d'amis et on va le faire autour de ce concert. Alors là, vous dites, si j'y vais pas, je vais rater l'opportunité de passer une soirée avec ce cercle d'amis. Ça ne sera pas quelque chose que je ne pourrais pas faire souvent ou peut-être plus jamais. Et donc là, il y a ce mécanisme qui se déclenche, d'accord, qui dit que bah, il faut que je le fasse parce que si je le fais, je passe à côté et je le regretterai. Voilà, c'est quelque chose qui existe, mais plutôt dans un univers différent. Euh, et la dernière question que je prends, juste la dernière, je m'excuse avec celles et ceux auxquels je ne peux pas répondre, mais je regarde l'horaire. Quelle limite, donc Aya, quelles limites ethniques, peuvent se poser avec l'utilisation? Je pense que Aya, tu voulais dire éthique. Tu me corrigeras si je me trompe. Quelles limites éthiques peuvent se poser avec l'utilisation de l'IA et de Big Data dans les décisions de revenu management? Énorme. En général, l'IA ouvre la porte à des énormes questions éthiques pour plein de raisons que vous imaginez, auxquelles nous sommes parfois confrontés. Imaginez de déléguer la décision, des décisions importantes. Décision pressing, c'est pas importante, mais imaginez, ça c'est les exemples typiques qui vous font, quand vous expliquent un peu
les enjeux éthiques de l'IA. Imaginez que demain, grâce à l'IA, on n'a plus besoin d'avoir des chauffeurs de tram, chauffeurs de bus, chauffeurs de voiture. Imaginez que le chauffeur de bus qui vous amène normalement à la fac, d'accord, qu'il soit un robot, qu'il soit intelligence artificielle. Et imaginez que un jour, ce chauffeur robot, bah, il se trouve, il y a une panne, d'accord, au frein du bus, d'accord, et il peut pas s'arrêter. Et donc, devant lui, le bus, il est en marche, lui, il roule à 80 km/h et il ne peut pas s'arrêter. Et donc, il y a deux choses. Sur la droite, il y a des gens, des adultes. Au milieu, il y a des enfants qui traversent la rue. Et sur la gauche, bah, il y a des seniors. Et que ce robot doit décider ou si tourner à droite, si tourner à gauche ou si foncer à droite. C'est un exemple qui est fait exprès et qui est particulièrement dur, mais qui est percutant parce que ça permet de comprendre que c'est c'est très difficile, c'est très vraiment presque, je dirais, impossible pour nous, humains, qui sommes censés définir les règles et définir le cadre réglementaire pour l'IA, par exemple, de définir dans ce cas-là, que doit-il faire ce robot, cette entité artificielle, que décision doit-il prendre, alors que ça met en jeu la vie d'autres êtres humains. Donc, je te remercie pour ta question parce que c'est incroyablement intéressante, mais c'est vraiment, je pense, au-delà de mes compétences et je ne serais pas capable d'y répondre. Je m'arrête parce qu'il est 16h25, je le regrette parce que j'aimerais passer toute l'après-midi. Je retourne la parole à Oussama, déjà pour savoir s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, et tu me diras, Oussama. Je ne suis pas sûr que Oussama puisse répondre. Probablement, il y a un problème avec le micro. Ok, j'arrive pas à joindre Osama. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques, au-delà des questions. Et encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu consacrer plus de temps à répondre aux questions. J'en profite déjà pour vous remercier, vous, les étudiants et étudiantes, de votre temps, de votre attention. Je vous souhaite le mieux pour la suite. J'espère que, et je suis sûr que le master, il est hyper intéressant, ça l'est. Choisissez quelque chose qui vous plaît, choisissez surtout quelque chose dans un domaine dans lequel vous pouvez apporter de la valeur. C'est ça l'important. Parfois, on n'a pas l'opportunité de faire ce qui nous plaît, mais la plus grande chance est de se mettre dans un domaine où nous savons faire la différence. D'accord? Ça, c'est très important. Et je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Vous avez mon profil LinkedIn. D'ailleurs, peut-être quelqu'un d'entre vous, et on va se recroiser parce que j'ai un projet au Maroc et donc et je chercherai des jeunes talents au Maroc et peut-être qu'il y en aura parmi vous qui souhaiteront rentrer en contact avec moi. Et pour toute question, pour toute remarque, je suis hyper content de recevoir vos questions et remarques via LinkedIn, via mon adresse mail, et je vais vous répondre. Merci encore au professeur et à tous pour l'invitation, et surtout à Osama. Je vous dis bonne continuation, bonne soirée et à très vite. Merci, monsieur. Merci, monsieur.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce qu'il est parti? Oui, Elle est partie. il est Oui, parti. monsieur. Oui. Ah, il a quitté. D'accord. OK. Bon. Est-ce que vous avez bien profité de cette présentation? Oui, Oui. Bon, c'est dommage pour d'autres camarades qui n'ont pas pu se greffer à cette réunion. La prochaine fois, je ne vais plus utiliser en fait l'adresse UMP parce que j'imagine que c'est limité à 100 participants. Donc, pour plutôt les prochains cycles de conférence, je tiens à remercier Mustapha pour l'effort qui a été déployé pour la conception de l'affichage. S'il vous plaît, vous éteignez vos audios, s'il vous plaît. Je tiens à remercier Mustapha Msouri pour son effort. Je tiens à remercier Ignacio. Bon, il a quitté, je vais le rappeler dans quelques instants. J'espère qu'il a répondu à l'ensemble de vos questionnements. Donc, il n'a pas fait appel à la présentation parce que c'est un homme de terrain. C'est un professionnel. Normalement, il est italien. Donc, il y avait des fois, il y a des choses que je n'avais pas pu comprendre. Voilà. Mais c'est bien exprimé de mon point de vue, tout a été bien expliqué. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine intervention. Donc, moi, j'ai prévu, je ne peux pas vous annoncer le nom pour l'instant, mais peut-être il y aura une intervention dans le domaine juridique cette fois-ci par rapport au digital, au numérique et à l'intelligence artificielle, d'une manière générale. Donc, j'attends juste la confirmation d'un avocat spécialisé en droit numérique. Cette fois-ci, c'est un Marocain, pur et dur, qui va vous présenter un petit peu les dernières avancées. Ça sera l'occasion pour lui de partager, de lui poser des questions, d'approfondir un certain nombre de connaissances. Et surtout, encore une fois, je m'excuse pour les agréments liés à l'outil Meet. Donc, je pense que Mustapha et moi-même ont enregistré une partie de la présentation suite aux recommandations du chef de département, professeur Bouzgou. Voilà, donc on se donne rendez-vous à la séance. On se donne rendez-vous demain pour le S1 en Advanced Digital Marketing. Et pour les étudiants du S3, donc on aura une séance demain après-midi. D'accord? Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant. Normalement, j'ai partagé l'information avec Farah. Voilà, pour les étudiants du S3. oui, monsieur. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt et bonne fin de journée pour tout le monde. Merci, monsieur. À vous Au revoir. aussi, monsieur.